Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission de décryptage du contexte économique et des marchés financiers. Pour la première fois, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Trévidic, directeur adjoint des gestions de Siyong. Franck, bonjour. Bonjour Caroline. Donc c'est un contexte économique et de marché particulièrement singulier aujourd'hui. Il faut remonter avant les années 2000 pour retrouver un contexte similaire et c'est ce que nous allons décrypter dans notre première partie. Un des points essentiels de ce contexte, c'est l'absence de décorrélation entre les classes d'actifs, actions et obligations qu'implique cette situation, Franck. Alors effectivement, cette situation exceptionnelle, on peut même remonter presque aux années 80-70 pour effectivement retrouver une configuration, je dirais, économique un petit peu semblable. Alors, c'est jamais totalement comparable, mais effectivement, on retrouve une situation où eh bien, la corrélation qu'on a pu connaître, corrélation négative entre les marchés actions et obligataires, qu'on a pu connaître depuis plus de 20 ans, eh bien, disparaît. Parce qu'on est de retour dans un monde inflationniste. Et ce retour dans un monde inflationniste a effectivement des implications considérables, parce qu'on ne peut plus compter sur le marché obligataire pour absorber, je veux dire, les éventuels chocs ou baisses de marché des actions. Et l'une des conséquences également concerne la volatilité. On a une volatilité qui s'installe de façon structurelle sur les marchés. Alors effectivement, on constate depuis maintenant quelques mois effectivement une hausse structurelle de la volatilité. On avait ces dernières années des pics de volatilité et puis les banques centrales, et notamment la Réserve fédérale américaine, intervenaient assez rapidement pour calmer les esprits, fournir de la liquidité, baisser les taux rapidement et donc tout rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et très clairement, la baisse des marchés, on le voit, n'amène pas la Réserve fédérale à calmer le jeu. Au contraire, elle continue dans son rythme de hausse des taux parce que l'inflation s'est installée dans un cycle extrêmement fort et durable. Et pour ça, elle a besoin effectivement de calmer cette surchauffe aux États-Unis. Est-ce qu'on ne va pas vers une situation de stop and go des banques centrales, justement pour limiter les effets de l'inflation aujourd'hui? Alors encore une fois, c'est jamais totalement comparable, mais effectivement, on se dirige vers un monde qui ressemble un petit peu plus à celui qu'on a connu des années 60 aux années 80, avec effectivement des banques centrales qui sont obligées de très vite intervenir pour calmer les tensions inflationnistes, et puis ensuite qui doivent lâcher du lest parce qu'effectivement la croissance effectivement, est vite affaiblie, et donc elles doivent rebaisser les taux. Et donc, ça va être une stratégie de stop and go, alors que jusque-là, elle avait des stratégies plutôt continues de soutien. Et donc, ça va vouloir dire, effectivement, des cycles économiques beaucoup plus volatiles et des marchés également structurellement plus volatiles. Beaucoup plus volatiles. Est-ce qu'on parle également de ralentissement de la croissance? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte avéré de ralentissement, voire de récession? Que disent les marchés aujourd'hui? Alors, c'est effectivement le grand débat actuel dans les marchés. Le ralentissement, il est à peu près avéré. Déjà, il a démarré parce qu'on sort d'une période de reprise post-Covid qui ne pouvait pas rester sur le rythme qu'on a connu. Donc forcément, on a eu un ralentissement naturel, une forme de normalisation de l'activité. Et puis, on commence à vraiment avoir des signes. Et ce matin encore, on a eu des indicateurs avancés d'activité en zone euro, en France et en Allemagne, pour ne pas les nommer, qui montrent qu'effectivement, le ralentissement est bien là. On a des faiblesses chez le consommateur américain, dans l'appareil de production, parce qu'il y a des tensions importantes, parce que l'inflation commence à peser. Et donc, effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est pas tant de savoir s'il va y avoir ralentissement ou pas, il va avoir lieu, mais quelle ampleur, quelle vitesse et jusqu'où. Et ça, le marché l'a déjà anticipé, ou est-ce qu'on est toujours en train de régler cette histoire d'inflation taux avant d'attaquer la croissance? Nous avons tendance à penser que jusque-là, le marché a surtout, je dirais, intégré dans ses mouvements plutôt la hausse des taux et l'inflation. C'est-à-dire l'ajustement des taux qui amènent à revaloriser beaucoup d'actifs, que ce soit sur les marchés d'actions ou les marchés obligataires, mais que le ralentissement n'a pas été vraiment intégré. Un élément, encore une fois, qui est très intéressant, c'est ce matin, donc, la publication d'indicateurs avancés d'activité qui montrent un ralentissement un peu plus net qu'attendu en zone euro. La réaction sur les marchés obligataires a été extrêmement violente. On a 20 centimes de baisse sur les emprunts d'État allemands, c'est un mouvement considérable. Ça veut bien dire que le marché a été surpris et donc n'avait pas intégré ce possible ralentissement. Donc ce contexte singulier, pas évident, implique une gestion très dynamique des risques et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie.
Donc vous possédez dans le cadre de votre gestion un panel assez large de possibilités. Vous couvrez l'ensemble des classes d'actifs. Si vous deviez citer trois, en tout cas quelques convictions clés aujourd'hui, quelles seraient-elles? Alors, avec justement cet environnement qui est effectivement défavorable en termes de croissance et de banques centrales qui ne sont plus là pour, je dirais, calmer le jeu, eh bien, la première idée, c'est effectivement d'être plutôt prudent sur les marchés d'actions. Voilà. Ça, c'est notre première conviction, et qu'on n'a pas encore les éléments qui nous permettent de dire qu'on va pouvoir revenir. Alors, il peut y avoir des petits rebonds à court terme, on en anticipe peut-être là dans les prochaines semaines, mais pour vraiment se repositionner de manière structurelle, ça nous semble encore trop tôt. Il y a trop d'incertitudes, et le nouveau cadre économique n'est pas encore bien défini. Ça, c'est le premier sujet. Au sein des marchés d'actions, on voit pas mal de valeurs dans des paris relatifs, c'est-à-dire des vues sans prendre de risques directionnels sur l'évolution des marchés d'actions, c'est-à-dire un secteur contre le marché, ça peut être intéressant. Et typiquement, il y a des secteurs défensifs ou de croissance qui peuvent être intéressants, typiquement la santé, la consommation de base, mais également le secteur des télécoms. La technologie, ça c'est un petit peu nouveau parce qu'effectivement ça a beaucoup souffert. Et là, il y a des opportunités d'achat à bon compte, je dirais, sur ces secteurs-là. Donc la première thématique sur les actions, prudence, et puis un peu de pari relatif pour extraire un peu de valeur dans ce marché difficile. Sur les différents secteurs. Oui. Et sur la classe d'actifs obligataires, est-ce qu'il y a aussi des choses à faire? Oui, il y a des choses à faire, parce qu'effectivement, jusque-là, il a fallu être prudent sur les marchés de taux, avec une remontée extrêmement violente qu'on n'avait pas connue depuis les années 80, en termes d'intensité. Nous avons eu récemment une intervention de la Banque centrale européenne, qui n'a pas encore défini clairement les outils qu'elle compte utiliser, mais qui a bien mis en avant qu'il y avait un risque de fragmentation du marché de la dette européenne. Le risque de fragmentation, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un risque de force centrifuge sur les marchés de la dette souveraine européenne, notamment sur les pays périphériques, avec des écarts de rendement qui pourraient s'accroître de manière dangereuse. Et donc, l'intervention de la Banque centrale européenne met un petit peu un stop, un frein à ce mouvement centrifuge, et nous dit qu'il y a une opportunité également. Donc là, c'est aussi une deuxième conviction de pouvoir intervenir à nouveau et acheter des titres de dette souveraines italiennes et espagnoles. Qui sont plus vulnérables que l'Allemagne, par exemple? Elles sont vulnérables, évidemment, parce qu'elles sont plus fragiles, avec une croissance atone, des risques d'inflation qui sont importants, une situation financière qui est moins favorable qu'en Allemagne, un risque de signature qui est plus élevé. Donc les spreads de taux se sont naturellement écartés, mais l'intervention de la Banque centrale européenne donne une sécurité, et du coup, on a des rendements intéressants. On va capter des rendements intéressants, aux alentours de 4% sur l'Italie. Voilà, dans l'environnement actuel, c'est plutôt intéressant si on se dit que la Banque centrale européenne est prête à empêcher toute explosion. À maintenir l'homogénéité de la zone. Vous Voilà. parlez de banque centrale. Il y a une banque centrale qui, pour l'instant, n'a pas bougé, si je puis dire. C'est la Banque centrale japonaise. Alors, effectivement... C'est ça. Et pourtant, l'inflation est aussi au Japon. Alors, avec du retard, c'est vrai que l'inflation japonaise a mis du temps à se révéler. On connaît tous la situation un peu particulière au niveau démographique du Japon qui fait que il y a un problème d'une demande atone en interne. Il y a très peu de consommation, une population vieillissante. C'est une économie qui est tournée vers l'extérieur. Donc, il profite d'une devise plus faible. Mais sauf que la baisse du yen prend des proportions considérables. Et donc, le maintien de la stratégie très, très accommodante de la Banque du Japon commence à interroger. Et selon nous, c'est une situation qui devient intenable. Le coût des matières premières au Japon a explosé. Le prix du pétrole, si on l'exprime en yens, a quadruplé en un an. Donc ça veut dire que c'est une facture énergétique absolument considérable dans un pays qui consomme beaucoup d'énergie, qui n'a aucune ressource en interne. Et donc, cette position, alors que les autres banques centrales vont monter leur taux, elles ont déjà commencé. Pour limiter l'inflation importée. Pour limiter l'inflation importée. Donc toutes les banques centrales vont être amenées à défendre maintenant leur devise. Elles vont chercher plutôt à les faire baisser. Jusque-là, maintenant, elles vont chercher à les faire monter pour contrôler cette inflation importée. Et la Banque du Japon va devoir également intervenir. Vu la situation d'où on part, le choc risque d'être assez rude pour les marchés japonais. Et c'est pour ça que nous avons une position à l'achat sur la devise japonaise, parce qu'on pense que ça va se retourner à un moment donné et de manière assez violente. Très bien. Merci beaucoup, Franck, pour cette analyse. De rien, Caroline. C'est un plaisir. Merci. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Décryptage.